Il faut se méfier des hommes nus est mon deuxième roman. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui est originaire de Tahiti et qui est embauchée pour écrire un film biographique sur Marlon Brando et en particulier sur l'épisode tahitien de Brando. Donc elle va retourner sur son île natale après plusieurs années d'absence et ce retour va coïncider avec un traumatisme de jeunesse qui ressurgit puisque elle et sa sœur jumelle auraient été violées lorsqu'elles étaient enfants par un oncle et cet oncle est sur le point de sortir de prison. Donc le livre va avancer en mêlant ces deux fils narratifs. Trêve de conneries, nous sommes là pour parler business, jeune fille. Vous allez retourner à Tahiti écrire un film sur le plus grand acteur de tous les temps. Brando au paradis, c'est le nom du projet. 100 000 € d'avance sur votre compte dès signature du contrat. Le solde de 100 000 à l'acceptation du scénario. Coproduction internationale, un géant américain aux manettes, une chance inouïe. Ce qui est émouvant avec Brando, c'est qu'il le dit dans son autobiographie, il découvre Tahiti quand il a 5 ans dans un magazine et l'île va exercer sur lui un attrait mystique. Et à partir de ce moment-là, il va être inexorablement attiré vers Tahiti et il découvre Tahiti en 1960 lorsqu'il tourne Les Révoltés du Bounty. Et il va débarquer sur l'île, tomber amoureux et ne plus jamais la quitter. Et donc c'est ça qui est très émouvant et très intéressant, c'est cet amour qui n'est jamais démenti, puisque la plupart des personnalités, des grands noms qui sont attachés à la Polynésie ont une expérience beaucoup plus contrastée, que ce soit Gauguin, que ce soit Ségalen, ou Sinon qui a écrit 3 livres magnifiques sur Tahiti, ou même Romain Gary aussi. Tous en reviennent. Marlon Brando, lui, jamais. Il est là, il est amoureux, et ça ne cesse pas jusqu'à sa mort. Donc ça demande une certaine constance qui est très étrange venant de ce personnage, mais il pense avoir trouvé son paradis. Et les Tahitiens sont un fragment de ce paradis. Pour lui, les Tahitiens sont des êtres exceptionnels, sont des êtres qui n'ont aucun ego, qui ne connaissent pas les distinctions de classe, qui ne connaissent pas l'envie, ni l'égoïsme, ni l'avarice. Enfin, ce sont des êtres exceptionnels. Si Dieu ne s'était pas mis en tête de planter ce foutu jardin en Éden, on n'en serait pas là. Si, au milieu de ce jardin, il n'avait pas fait pousser l'arbre de la connaissance, la femme n'aurait pas croqué dans le fruit et ne l'aurait pas tendu à l'homme. Tout le monde serait resté nu. On aurait continué à cultiver sagement la terre et à dompter les fleuves. Si l'homme poussière et la femme côtelette n'avaient pas entrepris de se venger en lançant la rumeur de l'Éden, leurs descendants n'auraient pas eu cette idée fixe, retrouver le jardin. Ils n'auraient pas construit de beaux bateaux pour partir à sa recherche, ils n'auraient donc jamais trouvé Tahiti, ni ne l'auraient baptisé ainsi, paradis perdu. S'il n'avait été perdu, personne n'aurait songé à le retrouver, pas même Marlon Brando. Et en fait, le livre va faire cohabiter la vision un peu béate et enamourée de Brando avec la vision plus horrifiée et horrifique de la narratrice, qui ressemble un peu plus à la mienne. Puisque moi, je suis un peu au croisement de l'histoire coloniale française, puisque mon père est originaire de Tunisie et son propre père était algérien. Donc on sait que c'est un passé colonial, on en connaît les stigmates les plus immédiats. On sait ce que la colonisation française a fait à l'Afrique du Nord. Et ma mère, elle, est originaire de Tahiti. C'est aussi une colonisation française, mais ça, on le sait moins. C'est une colonisation un peu plus lointaine, un peu plus exotique, un peu plus méconnue, mais ça demeure une colonisation. Et c'est aussi de ça que le livre parle, de ces traces-là et de ce qu'est la Polynésie. Puisque tout le monde la connaît, mais personne ne sait véritablement ce que c'est. Personne ne sait que la Polynésie, c'est 118 îles qui sont éparpillées sur un territoire plus grand que l'Europe. Personne ne sait que ça fait de la France la première puissance maritime mondiale. On ne sait rien en fait de ce lieu. Derrière l'image d'Épinal, c'est en 2 dimensions. On ne sait absolument rien de cette île. Et donc c'est un livre très personnel, parce que je voulais donner une image contemporaine à cet endroit. Parce que ce qui est très étonnant, c'est qu'elle est à la fois surreprésentée dans l'imaginaire collectif, ce depuis la découverte au XVIIIe siècle, et totalement abandonnée par une représentation plus contemporaine. Et donc je voulais lui redonner un peu, je voulais reconquérir ce territoire par l'écriture. Vous vous imaginez débarquant seul sur une grève tropicale, découvrant le berceau d'une nature grandiose, dénuée des besoins factices, des vertus chimériques, une île envoûtante au primitivisme doux, aux mœurs accueillantes, peuplées de bons sauvages.
Mais on ne trouve rien là-bas que des rapaces rompus au soleil. Croyez-moi, il faut se méfier des hommes nus. Je sais de quoi je parle, je fais partie de la meute. Qui sont ces hommes nus dont parle le titre et dont il faut se méfier? Ce sont à la fois donc, ces bons sauvages qui peuvent s'avérer être en réalité de mauvais sauvages. C'est à la fois l'homme qui brandit son sexe et l'impose à la femme, puisqu'il est beaucoup question de viol et d'inceste aussi dans ce roman. Et enfin, c'est cet homme nu qui est en chacun de nous qu'il faut à la fois trouver et combattre sans relâche.